Bonjour à tous. Il y a de l'eau dans le gaz à travers l'Europe. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Géopolitis. Au sommaire, un gazoduc sème la discorde entre l'Allemagne, les États-Unis et la Russie. Comment se confronter à Vladimir Poutine alors que l'Europe dépend tellement du gaz russe? La tension monte du côté de Chypre et de la Turquie. Les gisements découverts en Méditerranée orientale attisent bien des convoitises. Enfin, quelle place pour le gaz dans notre transition énergétique? Est-il ce gaz aussi propre qu'on veut bien nous le dire? L'Allemagne et Angela Merkel empêtrées dans un formidable imbroglio économique et géopolitique. En décidant de renoncer au nucléaire, Angela Merkel n'avait peut-être pas imaginé les défis auxquels serait confrontée la quatrième puissance économique du monde. C'est ainsi que le magazine Der Spiegel titrait il y a quelque temps déjà « L'Allemagne déraille ». Comment en effet assurer l'avenir énergétique en dépendant tellement du gaz russe, sans diviser les partenaires européens et surtout sans fâcher l'allié américain? Comment tenir tête à Vladimir Poutine sur la Syrie, l'Ukraine, la Crimée et la tentative d'assassinat de l'opposant Alexeï Navalny quand on achète plus de la moitié de son gaz naturel à la Russie? Le cas allemand est emblématique. Au-delà des soucis de Mme Merkel, il nous confronte à la fragilité de toute l'Europe engagée dans sa transition énergétique, mais qui dépend de fournisseurs pas forcément amis, souvent imprévisibles et soumis à des tensions régionales de plus en plus vives. L'Union européenne doit importer, bon an mal an, près de 75% du gaz dont elle a besoin. Et un gazoduc en particulier, d'une longueur de 1200 km, attise les tensions entre l'Allemagne, les États-Unis, la Russie et même au sein de l'Union européenne. Olivier Kohler. C'est un chantier colossal reliant la Russie à l'Union européenne. Nord Stream 2, un projet vital, hautement stratégique pour l'Europe et surtout pour l'Allemagne. Un gazoduc géant qui permettra de doubler les capacités d'exportation de gaz russe. Il ne manque que 150 km pour achever ce chantier de 12 milliards d'euros. Menacé aujourd'hui par les sanctions américaines, le gazoduc provoque de lourdes frictions entre Angela Merkel et la nouvelle administration Biden. Joe Biden représente les intérêts des États-Unis. Moi, je représente ceux de la République fédérale d'Allemagne. De mon point de vue, ces sanctions extraterritoriales ne sont pas correctes. Initié il y a 10 ans par l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, grand ami de Vladimir Poutine, Nord Stream 2 empoisonne les relations entre l'Allemagne et les États-Unis, qui voient d'un très mauvais œil l'Union européenne pactisée avec la Russie de Poutine et le géant Gazprom. Le président Biden considère que c'est une mauvaise idée. Il l'a dit à plusieurs reprises, je partage sa position. Cela viole les propres principes de sécurité énergétique de l'Union européenne. Cela met en péril la situation économique et stratégique de l'Ukraine et de la Pologne. Et donc il s'y oppose, nous nous y opposons et nous continuerons de le faire. La tentative d'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny a renforcé les tensions. Les pressions américaines menacent le gazoduc de la discorde qui contourne les pays baltes, la Pologne et l'Ukraine, privés de ressources vitales pour leurs économies. Au cœur de ce bras de fer au relent de guerre froide, l'Allemagne, soumise à une forte pression de ses alliés américains et européens, mais bien déterminée à mener à son terme le plus grand projet d'infrastructure jamais réalisé en Europe. Mais Angela Merkel se retrouve au cœur d'une bataille géopolitique qui s'annonce difficile, révélatrice des divisions profondes de l'Union européenne qui, faute d'entente, laisse Washington s'ériger en ultime arbitre. Bonjour Laurent Horvat. Bonjour. Géoéconomiste, rédacteur du site 2000watts.org où on trouve plein d'informations intéressantes. Madame Merkel, empêtrée dans cette histoire de Nord Stream 2, bloquée en raison des sanctions américaines, qu'est-ce qu'ils cherchent au fond les États-Unis ? Alors tout d'abord, dans le monde du pétrole, enfin du monde des énergies, il y a une règle, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est-à-dire que chaque pays défend ses propres intérêts. Donc si on regarde du côté américain, qu'est-ce qu'ils veulent? Premièrement, c'est géostratégique, je vais avoir la main mise sur l'Europe. Deuxièmement, il faut savoir qu'au niveau mondial, les prix sont un peu différents. Alors, pour prendre de manière très générique, aux États-Unis, ça coûte environ 3 francs, en Europe, 5 francs, et puis en Asie, 7 francs.
Le prix du mètre cube de gaz. Le prix, voilà. Ouais, en gros. En gros, voilà. En gros, ouais, d'accord. Donc, Oui, ils ont continue. tout intérêt à vendre leur gaz en Europe ou en Asie. Donc, pour eux, ça leur fait des rentrées financières supplémentaires. Et puis, dernier point, c'est que comme aux États-Unis, ils vendent le gaz très bon marché, s'ils arrivent à exporter un peu de leur gaz, ça veut dire qu'ils vont pouvoir faire aussi augmenter le prix du baril chez eux, le prix du gaz chez eux. Donc, ça veut dire qu'ils vont pouvoir générer plus d'argent. Considération économique et géopolitique. Qui est pour et qui est contre ce Nord Stream 2 en Europe? Alors, c'est assez simple. Hein. Ceux qui sont bénéficiaires, l'Allemagne, il est pour. Hein. Et puis tous ceux qui sont autour, la France, l'Autriche. Puis ceux qui disent, mais moi, j'aimerais aussi avoir un tuyau chez moi. Donc, ils sont contre. Parce que ça alimente principalement que l'Allemagne. Mais le cœur le plus dur, c'est la Pologne et l'Ukraine qui ont justement des intérêts financiers qui sont nettement plus grands que les autres pays. Ouais, ce sera un manque à gagner pour eux, évidemment, ce nouveau Nord Stream 2. Ah, mais c'est terrible. Hein. Si on regarde pour, par exemple, l'Ukraine, le droit de passage, donc ils ont un gazoduc, le droit de passage leur rapportait plusieurs milliards par année, mais aussi garantissait l'accès au gaz. Il faut savoir qu'en Ukraine, les maisons sont assez peu isolées, hein, un peu comme en Suisse. En Suisse, on est peut-être un petit peu meilleur, donc on n'a pas de quoi vaser. Ouais. Mais on est chauffé au gaz. Mais on en est chauffé au gaz, mais beaucoup au mazout. En Ukraine, ils sont chauffés essentiellement au gaz. Ouais. Donc ça veut dire que s'il n'y a plus de gaz qui viennent chez eux, donc du coup, on voit les tensions. Alors, pour revenir, donc le but des Américains, évidemment, c'est des objectifs géopolitiques, des objectifs économiques. Les Américains sont en train de devenir un gros producteur de gaz grâce au gaz de schiste. Guerre des prix. Exactement. Ouais. Ce qu'essayent de faire donc les Américains, c'est de pouvoir exporter leur gaz de schiste en Europe. Parce qu'à la production, le gaz de schiste, c'est moins cher que le gaz naturel russe. Exactement, il est très bon marché. C'est moins cher que le gaz russe, à la production. À la production, c'est meilleur marché. Par contre, il va falloir le travailler, donc le compresser, le refroidir, et puis ensuite le transporter. Puis c'est là, du coup, qu'on est plus cher qu'une fois qu'on arrive en Europe. Une fois qu'on arrive en Asie, on est plus cher que sur le gaz qui est local. Est-ce que ce Nord Stream 2 est absolument essentiel pour le futur de l'Allemagne et en transition énergétique? Eh bien, elle pourrait s'en passer. Alors, il faut savoir que il y a deux tuyaux. Hein. Le premier donc il avait été fonctionne, qui livre du gaz déjà. Voilà. Ouais. Et puis ensuite, le deuxième est arrivé, c'était après Fukushima. C'était là où on repensait un peu l'avenir énergétique du pays, notamment avec, le charbon, et puis 2, le nucléaire. Ouais. Mais pas seulement, c'est qu'il y a aussi toute l'industrie allemande qui a besoin de gaz pour chauffer, pour fabriquer des voitures, mais également pour toute la pétrochimie. C'est BASF qui était l'un des plus grands investisseurs dans ce projet-là pour pouvoir justement recevoir une matière première bon marché afin de faire des produits qui peuvent être soit du plastique, soit des engrais, etc. Pensez-vous qu'on va le terminer, ce Nord Stream 2? Oh là là. Alors ça, il faudra avoir une grande boule de cristal pour savoir. Ce qui se passe, c'est que les Américains mettent des embûches, les Allemands et les Russes les enlèvent. Donc on en met une, on enlève, on en met une, on enlève. Jusqu'à quand? Il y a peut-être un clic qui va se faire, c'est qu'il va y avoir des élections en Allemagne. Est-ce qu'il y a un nouveau gouvernement qui va venir? Est-ce qu'ils vont privilégier le gaz ou pas? On sent que maintenant, la clé de la solution, ça pourrait être l'Allemagne. Ouais. Mais par contre, la nouvelle administration américaine, le secrétaire d'État Blinken, a répété que les États-Unis restaient opposés à la construction du gazoduc. Oui, évidemment. En fait, l'administration à Washington suit le chemin qui a été tracé par Trump. Et c'est on veut livrer notre gaz pour que l'Europe soit indépendante de la Russie. J'ai lu, en préparant cette émission, que ce Nord Stream 2, s'il ne devenait pas un gazoduc, pourrait, dans le futur, nous amener de l'hydrogène depuis la Russie. C'est un plan B? Alors aujourd'hui, ça peut paraître farfelu comme idée, parce que l'hydrogène, peut-être, j'ai la faiblesse de penser que l'hydrogène pourrait remplacer le pétrole, le carburant de nos voitures. Et là, ça peut-être que dans le futur assez lointain, on sera capable de transporter l'hydrogène dans ces gros tuyaux. À voir. À voir. Alors, avant de poursuivre cet entretien, Laurent Horvat, on va élargir un peu le spectre avec ce sujet, la dépendance des économies européennes, la guerre des gazoducs sur le flanc est de l'Europe et puis aussi les tensions en Méditerranée orientale et dans le bassin du Levant. On poursuit juste après. L'Europe est avide de gaz. Elle en consomme beaucoup, à commencer par l'Allemagne.
Berlin s'est engagé dans une transition énergétique à haut risque avec l'abandon du nucléaire et en misant sur les énergies renouvelables. Mais l'éolien et le solaire sont évidemment encore loin de se substituer au pétrole et au charbon. L'Union européenne ne produit que le 25% environ du gaz dont elle a besoin. Tout le reste est importé et la Russie est depuis longtemps le principal fournisseur de l'Union à hauteur de 40%. Viennent ensuite la Norvège, européenne mais pas membre de l'Union, 18%, l'Algérie 11%, au quatrième rang, le Qatar. Ces fournisseurs appartiennent tous au club, somme toute très fermé, des producteurs mondiaux de gaz, dans lequel les États-Unis et le Canada, grâce au gaz de schiste, se taillent une part de plus en plus imposante. L'Europe a cette particularité d'être reliée à ses fournisseurs de gaz naturel par un impressionnant réseau de gazoducs. Parmi les principaux, le Nord Stream 1 et peut-être bientôt le 2. Les grands gazoducs historiques depuis la Sibérie vers l'Europe centrale, ceux de la mer du Nord, au sud depuis l'Algérie et la Libye vers l'Espagne, l'Italie et la France. Enfin, les gazoducs transanatoliens TANAP et transadriatiques TAP, et enfin le dernier né, le Turkish Stream et son prolongement vers les Balkans. Ce Turkish Stream, inauguré en grande pompe par Vladimir Poutine et le président turc Erdogan, conforte la position géostratégique de la Turquie face aux Européens. Et qu'on se le dise, le maître d'Ankara n'entend pas en rester là. Nous revendiquerons tous nos droits qui découlent des conventions internationales. Et nous sommes déterminés à remettre à sa place quiconque voudrait nous arrêter. Contre vents et marées, contre l'Union européenne et au mépris des frontières maritimes existantes, la Turquie s'est lancée durant l'été 2020 dans une vaste campagne de prospection en mer Égée. 6 acteurs se disputent ou se partagent les gisements de gaz découverts en Méditerranée orientale: Grèce, Turquie, Chypre, Liban, Israël et l'Égypte. Le gisement Aphrodite en particulier fait monter la pression du côté de Chypre, où le président Erdogan conteste la souveraineté maritime chypriote. Des escarmouches entre des navires de guerre grecs et turcs durant l'été 2020 ont même fait craindre le pire. Le contentieux s'est encore élargi lorsque le président Erdogan s'est engagé militairement dans le conflit qui ravage la Libye. En échange de son appui au gouvernement de Tripoli, il a obtenu des droits d'exploration dans les eaux libyennes. Pour contrer ces velléités d'expansion, la République de Chypre, la Grèce et Israël ont fait alliance et lancé un projet de gazoduc long de 2000 km, baptisé EastMed. Ce gaz dont les économies européennes ont tant besoin risque encore de provoquer à l'avenir bien des étincelles. Commençons par là, Laurent Horvat. C'est ce foisonnement de gazoducs sur le flanc sud-est de l'Europe, avec une Turquie qui se trouve en situation de fermer les robinets, non? Oui, mais ce qui est absolument incroyable, c'est que pour l'Europe, la Turquie se trouve dans un endroit nulle part. En fait, c'est en bas à droite sur la carte. En fait, pour le gaz, c'est un endroit stratégique. En fait, ça devient le nœud européen pour le transport du gaz. Ouais. C'est incroyable le changement qui s'est effectué. Et puis, on peut dire que c'est même l'Europe qui s'est tiré une balle dans le pied. Parce qu'il y a quelques années en arrière, la Russie voulait contourner l'Ukraine en passant par le sud de l'Ukraine. Ouais. L'Europe a dit non, pas question. Vladimir Poutine, qui est toujours très créatif, s'est dit « Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier la Russie à la Turquie. Ouais. Puis vous, Européens, alors maintenant, c'est à vous vous débrouiller d'aller vous brancher sur la Turquie. Ouais. Mais en plus, vous allez demander l'autorisation à M. Erdogan pour pouvoir à l'accès. C'est ce qu'on appelle un peu le double effet qui se coule. Un problème avec 2 problèmes qui se font en une seule fois. Et la Turquie qui se retrouve au centre de ce jeu gazier. Et puis la Turquie aussi, président Erdogan, qui se lance dans des campagnes de prospection en Méditerranée. Il y a des tensions sérieuses quand même autour du gaz dans cette région. Alors, en fait, Erdogan a une option. Il peut dire, vous voulez du gaz? Oui, mais
Et puis là, dans les mais, il va y avoir toute une liste de conditions. Alors les pays, en fait, plus vous êtes dépendant du gaz, plus vous allez accepter les conditions, et moins vous êtes dépendant, plus vous allez dire non, on va se passer de gaz. Et là, pour l'instant, il a toutes les cartes dans les mains parce qu'en fait, tout le sud de l'Europe est totalement dépendant du gaz. Mais ces prospections qu'il mène en Méditerranée, c'est aussi pour assurer sa propre autonomie énergétique, non ? Alors, évidemment, la Turquie consomme beaucoup de gaz qui vient de la Russie. Ouais. Il y a la possibilité, parce que maintenant, au milieu de nulle part, là, en Méditerranée, il y a beaucoup de gaz, notamment vers Israël, vers Chypre et vers la Grèce. Alors eux, ils disent, mais nous, on veut également notre part du gâteau. Hein. Et c'est là où tout le monde, en fait, se la joue personnel et puis regarde ses avantages pour lui. Et puis aussi, on pourrait en parler brièvement, ce nouveau couloir gazier maintenant qui se développe entre la mer Caspienne, Turkménistan, Azerbaïdjan, nouveaux acteurs du gaz, et puis de nouveau vers la Turquie. Eh bien exactement, hein, vous avez tout le Moyen-Orient, vous avez tous les anciens pays soviétiques, et tout transite de manière incroyable par la Turquie. Et pendant ce temps-là, on a vu aussi la Russie se tourner vers la Chine. Il y a ce grand gazoduc qui s'appelle Force la Sibérie, je crois que c'est ça, oui. Force la Sibérie. Oui, voilà. Alors, là aussi, c'est des marchés... En économie, il y a un dicton qui dit « si vous avez un client, il y a des dépendances. Si vous en avez deux, vous avez la concurrence ». Alors, que fait la Russie ? La Russie dit « écoutez, Europe, si vous ne voulez pas mon gaz, je vais le vendre à la Chine. » Et puis, à la Chine, il dit « écoutez, la Chine, si vous ne voulez pas mon gaz, je vais le vendre à l'Europe. » Et le prix augmente un petit peu, ça ne vous dérange pas. Donc, en fait, c'est un jeu en fait, entre les deux puissances, l'Europe et l'Asie. Et puis, cette Europe, quand on regarde la carte, alors, elle a besoin de beaucoup de gaz, elle doit en importer pratiquement les 3/4, je crois. Et puis, elle est entourée des principaux gisements gaziers au monde. Oui, en fait, dans les producteurs de gaz, il y en a très peu. On peut dire que dans le pétrole, il y en a 20. Ouais. Dans le gaz, il y en a 10. Ouais. Et puis, pour le nucléaire, en gros, il y en a 5, quoi. Donc, il n'y a que 10 grands producteurs. Producteurs d'uranium. Ouais. D'uranium, ouais, d'uranium. Ouais. Et donc, pour le gaz, il y a très peu de pays. Et l'Europe est entourée de ces pays. Il y a notamment la Norvège, le Moyen-Orient maintenant et la Russie. Ce gaz, notamment le gaz naturel, est présenté souvent comme l'énergie de la transition énergétique avant le renouvelable. C'est un peu le discours des Verts allemands, notamment. Est-ce que c'est vraiment la seule énergie possible, le gaz naturel, dans cette période de transition énergétique, selon vous ? Alors, le terme est très intéressant, de transition énergétique. D'où il vient ? Il faut savoir qu'il y avait une guerre entre le charbon, le pétrole et le gaz. Alors, chacun s'est donné un nom. Le gaz, c'est le gaz naturel, alors que le pétrole est naturel et le charbon est naturel. Le charbon s'est dit, nous, on est le charbon propre. Et puis le pétrole, c'est Dieu pétrole, donc on ne peut rien faire avec Dieu. Donc, le charbon et le gaz se sont battus. Et se sont battus pour le climat, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont utilisé le CO2. Donc le gaz a dit, on fait moins de CO2, donc on est meilleur que le charbon. Et puis le charbon, ça pollue, on voit, ça sent, donc c'est visible. Le gaz, quand on le consomme, il est invisible, il ne se voit pas. Donc le gaz a gagné. Ouais. Et puis c'est là où il s'est dit, c'est nous qui allons faire la transition énergétique. Mais ce gaz n'est pas aussi propre qu'on nous le dit. On en parlera tout à l'heure dans l'émission. Exactement. En fait, si vous prenez que le CO2, le gaz est meilleur. Mais si vous prenez tous les gaz à effet de serre, donc pour le climat, le gaz en fait remonte, je dirais pas à niveau, mais presque avec le charbon. Ah oui, à cause des émanations de méthane, c'est ça ? Exactement. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Watt. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitis. Merci. Avec plaisir. À bientôt. Le gaz est-il cette énergie de transition entre deux époques, celle d'avant avec le charbon et le pétrole, et celle d'après qu'on imagine dévolue aux énergies renouvelables ? Les équations sont compliquées, le gaz pas aussi propre qu'on voudrait bien nous le dire. Sujet Olivier Colère avec au montage Dominique Steiner. La transition énergétique, enjeu majeur au cœur de toutes les politiques pour lutter contre le réchauffement climatique et son lot de catastrophes. La planète pourrait se réchauffer de 7 degrés d'ici la fin du siècle. Longtemps, ils ont symbolisé les Alpes. Les glaciers sont aujourd'hui menacés de disparition. Face au risque important d'inondation, le président américain a décrété l'état d'urgence. Une situation alarmante
qui a poussé l'ONU à déclarer l'urgence climatique mondiale. Si nous ne changeons pas de cap, nous allons nous diriger vers une augmentation catastrophique de la température, de plus de 3 degrés par siècle. Quelqu'un peut-il encore nier que nous sommes confrontés à une urgence climatique ? Au cœur de la stratégie de diminution de l'empreinte carbone, la course au développement des énergies renouvelables. Comme ici en Allemagne, championne du développement de vastes champs d'éoliennes. Au niveau européen, les disparités sont spectaculaires. Premier de classe, la Suède, la Finlande, l'Autriche et le Portugal, suivis par les Pays-Baltes, la Croatie, la Roumanie et la Bulgarie. Les Pays-Bas et la Belgique font figure de mauvais élèves. Un combat inégal contre le réchauffement climatique au carrefour d'intérêts internationaux très divergents. Les énergies ne sont pas le problème, ce sont les émissions issues de ces énergies qui le sont. Tant que nous nous concentrons sur ce défi, nous arriverons peut-être un jour à nous passer du charbon, du nucléaire et des autres ressources actuelles, comme le gaz. Le gaz, présenté comme une énergie de transition propre, provoque, en plus du CO2, de spectaculaires émanations de méthane. Une bombe climatique à retardement. Comme l'illustre cette carte de la NASA, la concentration de méthane dans l'atmosphère n'a cessé d'augmenter depuis la révolution industrielle. Les gaz de schiste ont chamboulé le marché, on l'a évoqué tout à l'heure, mais leur exploitation se heurte parfois à de très vives oppositions. En France, la résistance populaire a même fait reculer le gouvernement. Voici notre rubrique Ce jour-là, c'était en Ardèche durant l'été 2010. Ce jour-là, c'est manif nationale contre le gaz de schiste. En 2010, Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, a autorisé la recherche de ces hydrocarbures dans de larges zones du sud de la France. De l'Aveyron à l'Ardèche, en passant par la Drôme, les permis couvrent plusieurs milliers de kilomètres carrés. Ils ont été accordés à Total ou encore à la compagnie américaine Schubbar. Aujourd'hui, dans la Drôme, plus de 4000 manifestants sont venus réclamer l'abrogation de ces permis. Des militants, mais aussi des familles et de nombreux élus locaux. On est, si vous voulez, à la fois optimiste par la mobilisation, mais inquiet par les déclarations qui sont faites, soit par des membres du gouvernement, soit par des pétroliers. Si le maire, Claude Pradal, est inquiet, c'est que sa commune, Villeneuve-de-Berg, est située sur l'une des zones concernées par les permis d'exploration. Voilà l'endroit où avaient eu lieu les forages il y a 50 ans à la recherche de pétrole. Il nous a dit, mais quand même, avec le pactole que vous avez sous les jambes, vous pourriez céder, quoi, et ça serait pour la région très bénéfique. Ardéchoise, Ardéchois, lève-toi, Ardéchoise, Ardéchois, chante avec moi. Le gaz de schiste, on n'en veut pas. Le gaz de schiste ne passera pas au pays de Jean. Pour en savoir plus, je vous recommande d'aller voir sur le site réalisé, alimenté par notre invité Laurent Horvat. Vous y trouverez beaucoup d'infos sur les enjeux et les coulisses du grand marché des énergies. Un autre gisement intéressant, l'encyclopédie de l'énergie, dont le lien s'affiche dans la fenêtre à ma droite. Et sur le site du DiploWeb, à retrouver un double dossier sur les enjeux du gaz en Europe. Enfin, le film Gasland, prix spécial du jury au festival Sundance en 2010, film pamphlet contre le gaz de schiste et la fracturation hydraulique. On y voyait cette séquence explosive. Regardez. The method of gas drilling they use is called hydraulic fracturing, or fracking. Whoa, Jesus Christ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salutations à vous qui nous suivez grâce à TV5 Monde. Et puis en Suisse, sur les écrans de la RTS, attention, changement d'horaire, c'est à 13h10 désormais que Géopolitis vous sera proposé. Rendez-vous donc à 13h10, juste après le journal, le dimanche 11 avril, sur RTS1. D'ici là, prenez soin de vous, merci de votre fidélité et à bientôt.